Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entrouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide. Seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. Let It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Be Méditation et ses formations en méditation. Alors, on commence! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'avais envie de vous parler de ma pratique de méditation. Alors, vous l'entendez peut-être à ma voix, ça fait quelque temps que je suis malade. J'ai jamais été malade aussi longtemps, rien de grave. C'était, je sais pas, une grippe, un gros rhume, mais quelque chose qui dure. Puis j'ai perdu ma voix, j'ai perdu mon odorat, j'ai perdu mon goût. J'ai perdu ma vitalité aussi, donc tout ça pendant près de 3 semaines. Et c'est pas tout à fait revenu. Mais ce qui est fantastique là-dedans, c'est que dans cet état un petit peu amorphe, il y a une compagne vers laquelle je me tourne forcément et qui est très agréable dans ces moments-là, c'est la méditation. Parce que je suis naturellement amortie pour pouvoir être dans les bonnes ondes cérébrales pour aller rejoindre ma compagne méditation. Et c'était d'autant plus délicieux que depuis, je dirais peut-être quelques mois, ça fait pas tant de mois que ça, peut-être je dirais avant Noël, ou peut-être un petit peu avant Noël, j'ai comme fait évoluer ma pratique de méditation. Moi, je suis très, dans ma pratique de méditation, il y a longtemps que j'ai compris l'importance d'être puriste. Ce que j'appelle être puriste, c'est de ne pas associer des fioritures à la méditation, dans le sens de pas venir comme faire des demandes à la méditation, vouloir obtenir un résultat, attirer une version de soi-même, vouloir être dans un état qu'on n'est pas. C'est de la méditation, mais c'est pas de la méditation de pleine conscience puriste. C'est des types de méditation qui instrumentalisent, je trouve, la pleine conscience, parce que souvent on va accoler le nom pleine conscience à ces types de méditation-là, mais qui l'instrumentalisent parce qu'on recherche un but. Alors que le privilège de méditer de manière puriste, c'est d'apprendre justement à se mettre dans une posture qui est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude dans notre ordinaire de journée, c'est-à-dire faire tout sauf chercher quelque chose, mais accepter et reconnaître qu'on est déjà là où on est, sans chercher à être quelque part d'autre. Et donc, quand je médite, c'est toujours de manière puriste, c'est-à-dire que je cherche pas à induire un état, mais je suis toujours dans l'accueil de l'état dans lequel je suis, de m'accepter pleinement tel que je suis. Et je trouve ça fantastique parce que c'est un entraînement à l'acceptation. Ça me permet, avec le temps, justement, de méditer de façon puriste, ça m'a vraiment totalement permis de sortir beaucoup de pensées, de jugements, de dénigrements que j'avais peut-être par rapport à moi, par rapport à ma pratique. Toutes ces pensées-là, finalement, elles s'amenuisent, elles viennent plus en sourdine, elles disparaissent parce que même si ma pratique est loin d'être idéale certains matins, mais je l'accueille vraiment telle qu'elle est en sachant que ça fait partie du processus. Et donc ça donne comme une ouverture, un pas de recul par rapport à des choses qu'on qualifierait de pas bon en méditation, si on a trop de pensées ou autre, mais ça c'est ridicule de penser comme ça, mais dans l'inconscient populaire, si on se dit méditer c'est être relax ou autre, donc parfois on a comme l'idée qu'on médite mal si on n'a pas eu une période vraiment d'extase en méditation. Mais avec la compréhension du côté puriste de la méditation, c'est vraiment apprendre à accepter. Et ça, c'est fantastique parce qu'avec ce millage-là que je me suis donné en méditation puriste, ça fait quand même plus de 20 ans, oui, vraiment. Plus de 20 ans, oui, ça fait 20 ans que je suis avec mon chum. Ouais, donc plus de 20, un peu moins de 25 ans, je dirais, que je médite comme ça. Mais de plus en plus, ça fait quelques années que je raffine encore plus pour être dans l'acceptation radicale finalement de mon instant présent. Et bref, et donc quand je vous dis ça, je fais peut-être une digression, mais je trouve ça important quand même de rester la porte-parole de la méditation de pleine conscience puriste. Et quand on médite en pleine conscience puriste, on peut méditer dans la littérature, il y a 4 façons de méditer. Généralement, il y en a 2 qui sont les plus reconnues.
c'est méditer avec un focus plus étroit ou méditer avec un focus plus large. Je médite beaucoup, la plupart du temps avec un focus plus étroit. Moi, je suis quand même assez partisane de la simplicité, et méditer en pleine conscience du souffle, ça a été vraiment le souffle. En fait, ça a été mon compagnon vraiment pendant des années, où naturellement, je médite en pleine conscience du souffle, et même quand je fais mes retraites de 10 jours, les 3/4 du temps, je médite en pleine conscience du souffle. Puis bon, quand c'est plus long comme ça, j'arrive à des états d'absorption qui fait que j'ai presque lâché mon ancrage parce que je suis tellement présente que je suis présente à rien. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ça a vraiment été le souffle. Puis je pense que tout le reste, jusqu'à la fin de ma vie, je pense que la majorité de mes méditations vont être en lien avec le souffle. Mais récemment, j'ai introduit plus de méditation avec un champ de conscience plus large, plus ouvert. Parce que, vous le savez, je termine mon mémoire de maîtrise en sciences des religions sur les liens entre conscience et pleine conscience, entre consciousness and mindfulness. Ça se dit mieux en anglais parce que sinon ça se comprend moins bien en français. Mais ça fait en sorte que j'en ai appris des choses, j'ai tiré des conclusions, et je vois vraiment un bel apport avec cette idée de méditer avec une conscience un petit peu plus ouverte. Donc, il y a beaucoup de façons de méditer avec une conscience plus ouverte. Je vais vous donner la façon basique, et je vais d'abord vous expliquer comment ça se passe avant de vous expliquer comment faire si ça vous tente de tester cette façon-là. Et donc, quand je me réveille le matin, méditer, c'est vraiment la première chose que je fais. Puis j'adore ça, le faire en me réveillant, parce que on est encore un peu embué des plumes du sommeil. Et donc ça fait en sorte que on est dans un état, je pense qu'il s'appelle l'hypnalogique. Donc cette phase entre le sommeil et l'éveil, et ça fait en sorte que on a encore accès, quand on se met en présence à soi, par exemple présence à son corps, à ce qu'on ressent, à ce qu'on porte, à ce qu'on voit dans son corps, ça fait qu'on a encore accès à des contenus plus ou moins inconscients. Et donc quand je me réveille, je médite une demi-heure, 40, 45 minutes, ça dépend vraiment du temps que j'ai le matin. Et maintenant, je médite avec une conscience plus ouverte, une ouverture de conscience plus ouverte, en portant une attention à l'ensemble de mon corps. Je pourrais l'ouvrir plus, c'est faisable, puis je le fais d'ailleurs certains matins, mais là c'est vraiment être présente à l'ensemble de mon corps et accueillir ce qui vient. Accueillir ce qui vient, c'est accueillir qu'est-ce qu'on porte. Ma grande chance en ce moment, c'est d'avoir finalement le constat que je fais, c'est que quand je me mets en accueil de qu'est-ce que j'ai à accueillir dans cet état mi-sommeil, mi-éveil, mais c'est que j'ai encore accès à des choses peut-être qui sont de l'ordre de plus de la partie sommeil de mon être, ou subconscient de mon être, et j'ai beaucoup de contenus qui sont des contenus en lien avec soit des images, soit des impressions, donc des choses un petit peu floues, mais qui sont imbibées de sentiments, d'émotions, qui fait en sorte que je fais des expériences, donc je reste présente à des expériences qui sont totalement délicieuses, parce que ce qui monte dans ces moments-là, la plupart du temps, c'est des images ou des impressions en lien avec des sentiments de choses ou d'êtres que j'aime. Donc, par exemple, ça peut être des personnes que j'aime et la conscience de la chance que j'ai de les avoir dans ma vie, ou ça peut être juste la conscience d'avoir un lien, tu sais, comme ne serait-ce que célébrer, avoir le cœur qui gonfle d'amour, de célébrer le fait d'être capable comme humain, on est tous capables comme humains, d'avoir un lien interespèce avec les animaux. Moi, je trouve ça extrêmement fascinant. Donc, il y a comme cette ce bonheur de voir que il y a le lien, par exemple avec mon chat ou avec les chats ou avec les chevaux, ce lien interespèce qui existe, une forme d'attachement, une forme d'amour, un lien qui peut se créer. Je trouve ça vraiment incroyable, et je vois pas tant mon chat en train d'être attaché à moi ou d'avoir le lien avec mon chat, mais de célébrer cette capacité qu'on a les humains à être en lien comme ça.
Pareil avec la nature. C'était beaucoup en lien avec le lien, justement. Quand je parle des choses agréables qui montent, c'est beaucoup en lien avec ça, parce que je trouve que je le dis par après, évidemment, je le conçois pas pendant ma méditation, je le réfléchis pas du tout pendant ma méditation, mais c'est comme si la vraie gratitude de la vie, c'est d'être en lien. Si on n'avait pas le lien, on serait seul, vraiment seul. Là, grâce au lien, quels qu'ils soient ces liens-là, on vient comme finalement mettre le nez devant la chose la plus importante de la vie, avec les humains, avec la nature, avec les animaux. Ça, c'est vraiment c'est primordial. Et donc, j'ai l'impression que dans ce type de méditation-là, il y a comme quelque chose qui remonte, qui est de l'ordre de la gratitude profonde, non induite, parce que j'ai pas cherché à être en gratitude comme je peux le faire le soir dans mes pratiques de gratitude, mais qui monte naturellement. Et donc, ça fait des méditations vraiment délicieuses qui partent la journée d'un très très bon pied, parce que c'est l'accueil de la beauté qui remonte naturellement. Ça veut pas dire que, parce que c'est mes expériences actuelles, que ça se passe toujours comme ça. Méditer avec un champ plus ouvert dans des moments où on a plus commencé notre journée, été en interaction, on est remonté dans notre tête, on a été préoccupé, on a réfléchi, rationalisé, conceptualisé, etc. Quand après on se remet à sa pratique, par exemple, de fin d'après-midi pour méditer en pleine conscience, pas facile. Et c'est pas du tout le même type d'expérience qui monte et qui vient à ce moment-là. Là, c'est vraiment parce que je me lève tôt le matin et c'est ce qui se passe, c'est dans mes contenus inconscients, c'est ça qui apparaît. Mais si je fais la même chose plutôt en milieu d'après-midi ou en fin d'après-midi, ça a coupé. Que c'est pas la même chose. Donc en fin d'après-midi, quand je vais rester présente à mon corps, il va y avoir des contenus qui vont arriver, mais ça va être plus comme des pensées, de choses que j'ai pas encore fait, de choses que j'ai à faire, de choses que j'ai mal faites, de choses qui me préoccupent, de choses qui, peu importe, la liste d'épicerie, etc. Donc c'est beaucoup plus préoccupant, des émotions, je porte plus de charge. Mais donc c'est avec ça avec lequel je reste en présence, en ouvrant mon champ de conscience, et je l'accepte. J'accepte d'autant plus que je pense que c'est comme un merveilleux entraînement. Tu sais, quand je parle de méditation puriste, on est dans l'entraînement de s'accepter radicalement, et en étant dans l'idée d'accepter radicalement c'est quoi mon type de méditation de milieu d'après-midi, un peu plus agité avec plus de pensée, c'est peut-être ça qui fait que j'ai des si belles méditations le matin. Et ça me fait penser, quand je vous parle de ça, je sais pas si vous connaissez le poème de Rumi sur les maisons d'hôtes, ou la maison d'hôtes plutôt. Ça, c'est vraiment un poème incroyable de Rumi. Donc Rumi, je sais pas si vous savez, poète persan je sais même plus quel siècle, mais c'est vraiment très vieux. Mais il nous dit en fait, en substance, être humain, c'est être une maison d'hôtes. Et vous allez voir, il y a un lien avec la méditation. Tous les matins arrive un nouvel invité. Une joie, une dépression, une mesquinerie, une prise de conscience momentanée vient comme un visiteur inattendu. Accueillez-les tous et prenez-en soin, même s'ils ont une foule de douleurs qui balaient violemment votre maison et la vide de tous ses meubles. Traitez chaque invité honorablement. Peut-être vient-il faire de la place pour de nouvelles joies futures. Les pensées sombres, la honte, la méchanceté, allez à leur rencontre aussi sur le pas de la porte en riant et invitez-les à rentrer. Soyez reconnaissants pour tout ce qui vient parce que chacun a été envoyé comme un guide venu d'ailleurs. Et moi j'adore ce poème parce que c'est ça. C'est vraiment le message de la pleine conscience, c'est que on est une conscience qui observe, on a un corps, ce corps finalement il est l'hôte d'émotions, parfois douloureuses, de sensations, de pensées souffrantes, automatiques, intrusives, géniales parfois. Donc on est vraiment comme une maison d'hôte, un hôtel avec vraiment beaucoup de visiteurs.
douleur. Et notre travail, c'est d'être dans cette acceptation radicale. Puis je trouve que quand on comprend le poème de Rumi, ça nous permet d'être pleinement dans l'espace qui accueille et de sentir que, au-delà de cet espace qui accueille, qu'il y a une distance entre tous ces hôtes plus ou moins agréables, parce qu'ils parlent de méchanceté, de mesquinerie, de douleur, je sais plus quoi d'autre, je sais plus. Mais donc ils parlent quand même de choses pas forcément toujours très agréables, mais on sent qu'on peut être l'observateur et on les accepte. Puis le propre d'une maison d'hôte, je sais pas si vous avez déjà est allé dans une maison d'hôte, c'est que les hôtes, ils ne restent pas, ils repartent. Donc c'est ça la beauté. Et en méditation, c'est ça qu'on constate, c'est que nos hôtes, ils ne restent pas, ils repartent. Donc c'est ça qui est fantastique. Puis quand on médite en pleine conscience puriste, on apprend à se détacher de tous ces hôtes-là, qu'ils soient agréables ou désagréables. On les regarde arriver, faire leur affaire et repartir. Puis nous, on reste l'observateur, l'observatrice de tout ça. Et ça va faire en sorte qu'avec le temps, là où finalement on mettait beaucoup d'énergie, à vouloir combattre, dépenser, être comme ceci et comme cela, appeler la meilleure version de soi-même, être le meilleur dans ceci ou cela, là on se dit que on n'a pas besoin de cette agitation, on a peut-être juste besoin de prendre un pas de recul, puis laisser les choses se trier d'elles-mêmes. Parce que on sait, lisez n'importe quel article sur les bienfaits de la pleine conscience, on sait que, naturellement, moins on porte d'attention sur ces contenus souffrants de l'ordre de la pensée automatique ou des pensées souffrantes, plus finalement elles vont se tempérer d'elles-mêmes et plus finalement notre maison d'hôte, ça va être une maison d'hôte avec de moins en moins d'hôtes. J'espère que vous m'entendez bien malgré le fait que je parle beaucoup du nez. Donc voilà. Et donc si je fais un peu la rétrospective finalement de ma journée, de mes périodes de méditation de la journée, j'ai ces belles méditations du matin où avant je méditais plus en pleine conscience du souffle et maintenant j'ai ouvert mon champ de conscience et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que y a de la beauté. Parfois ça peut être un rêve aussi qui reste présent et que je regarde, mais souvent comme je vous dis c'est beaucoup de choses en lien avec l'amour. L'après-midi, quand j'ouvre mon champ de conscience, il y a des choses, c'est plus superficiel, c'est des méditations moins profondes, on dirait moins d'absorption, mais qui accueillent les autres qui sont là. Puis ça c'est vraiment parfait aussi. Et quelque part aussi, donc, je vous ai plus parlé finalement de la question de l'ouverture de la conscience. Puis mon travail là, ça va être de vous en donner une de méditation, juste pour donner quelques guides, quelques lignes directrices pour vous guider dans cette ouverture de conscience là. Je vais vous en donner une de méditation. Mais à côté de ça, je termine toujours ma méditation par un petit rituel où là, c'est peut-être un tantinet moins puriste. Donc, ce que je vous propose, c'est, je vais terminer en vous expliquant le rituel et lors de mon prochain podcast, quand j'aurai une meilleure voix, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la méditation qui va vous permettre peut-être de venir syntoniser la posture intérieure que je syntonise le matin pour méditer avec plus cette air plus ouverte. Je pense que c'est ça qu'on va faire, ce sera peut-être un petit peu plus agréable pour vous, pour vos oreilles, si je vous enregistre une méditation peut-être la semaine prochaine quand ma voix sera un petit peu meilleure. Mais pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon rituel à la fin. À la fin de chaque méditation, je suis vraiment dans un espace où donc je prends conscience de mes besoins intérieurs, donc comment je me sens. Donc là, c'est peut-être un peu plus un exercice méditatif, c'est moins puriste. Comment je me sens? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? C'est quoi qui je dois être pour me respecter aujourd'hui? Bon, je sais pas trop comment l'expliquer parce que je le fais toujours machinalement, mais c'est comme s'il y a des journées où on sent qu'on a une vibration fragile. Donc, qui je dois être pour prendre soin de moi aujourd'hui? Ça va être quelqu'un qui prend soin d'elle. Donc, ça va être une journée plus mollo, une journée où je vais peut-être plus me protéger, me donner des égards, ralentir.
Il y a parfois où je ressens que je suis dans une vibration où j'ai envie d'être en lien, un gros appétit pour le lien. Ben dans ce cas-là, c'est peut-être là où je vais inopinément plus appeler une amie cette journée-là, ou proposer à une amie dernière minute de venir coworker à la maison, d'aller dans un café. Donc il y a comme quelque chose où on prend jamais le temps de savoir qui on est, puis qu'est-ce qu'on porte, comment on aborde la journée à venir, mais en prenant juste le temps de se demander comment on se sent et de venir ressentir la réponse à ce comment on se sent, puis de venir un petit peu prendre soin de cette réponse-là. Ça peut donner vraiment des belles directions dans une direction ou dans une autre pour prendre soin de soi quelque part. Et même si je suis pas une grande tenante de l'idée je me choisis à tout prix, etc., je pense que dès le matin, quand on sent que on se respecte pleinement, ben naturellement après, comme on s'est respecté, comme on s'est donné une place, beaucoup d'égards, on est aussi naturellement dans un esprit de plus facilement prendre soin de l'autre. On a plus d'espace peut-être pour prendre soin de l'autre. Peut-être pas tous les jours, mais je pense que le fait de s'être donné cet espace-là à soi, de se donner aussi une intention, un temps pour la journée en accueillant qu'est-ce qu'on porte, ben ça donne finalement une forme d'égard pour soi-même qui fait qu'après, ben, on a envie de le redistribuer à l'autre, cet égard-là. Comme par exemple, ce matin, quand je me suis réveillée, ce que je ressentais profondément, c'était que ça allait être une journée où je sentais que mes besoins étaient comblés. Et donc, je me sentais comblée. Donc, c'était peut-être mon mot. Et donc, du coup, j'étais comme en... la tonalité de la journée que je me suis donnée, ça a été d'observer vraiment l'instant présent, parce que comme moi j'étais comblée, d'observer vraiment l'instant présent et d'être en lien avec cet instant présent, avec une acuité même un petit peu plus grande que d'habitude. Et donc ce matin, je suis allée chez le coiffeur et donc j'étais plus présente, par exemple, quand j'écoutais ma coiffeuse me parler, j'étais plus présente à des mimiques, à du non-verbal. J'étais plus présente aussi quand j'écoutais des vocaux de clientes, à leur état intérieur quand elles me parlaient. Donc il y avait comme en fait un peu ce feeling de comme moi je me sentais bien repue dans mes besoins. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive, donc mais bon, on a toujours des feelings différents selon les journées, mais comme je me sentais repue dans mes besoins, ben, j'avais cette acuité pour pouvoir encore plus peut-être prendre soin de l'autre. Donc c'était juste vraiment un exemple parmi tant d'autres, puis ça aurait pu tomber une autre journée avec un autre besoin où je m'aurais pu me sentir fragile, donc ça aurait été une journée où j'aurais vraiment mis de l'avant l'idée de prendre soin de moi. Alors voilà, j'espère que j'ai été audible malgré ma voix et que c'était quand même intéressant. Ce que j'ai perdu récemment, pendant 3 semaines, ce que j'ai perdu vraiment, c'est ma créativité. J'ai toujours eu une très belle créativité, mais quand j'ai été malade pendant ces 3 semaines-là, j'ai perdu ma créativité. J'avais plus d'idées, c'est pour ça que j'ai pas enregistré de podcast. Et là, je la retrouve, je renoue naturellement avec cette créativité-là. Donc, si vous avez envie de me demander des idées de podcast, des besoins de podcast, des éclairages, n'hésitez pas. Ça va me permettre de revenir à de réalimenter ma créativité tout doucement. Puis je vous promets, la semaine prochaine, quand j'aurai retrouvé ma voix, j'aurai une plus jolie voix, je vous enregistre une méditation en pleine conscience du corps pour que vous puissiez faire l'expérience de quelque chose qui pourrait ressembler à votre nouvelle méditation du matin. Je vous remercie infiniment.